C'est la rentrée, il fait un temps tout pourri, il pleut des cordes, il va pleuvoir toute la semaine, mais quel bonheur cette semaine! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog hebdomadaire et normalement on repart sur un rythme normal, plus classique puisque c'est la rentrée tout simplement donc on reprend un rythme à peu près normal. J'ai fait un micro-vlog la semaine passée qui est sorti dimanche du coup où je vous ai parlé des lectures que j'avais faites durant la fin de semaine et week-end et donc là je vous avais dit que j'allais commencer de Cap et de mots et j'ai presque terminé de Cap et de mots. J'aurais aimé le lire plus rapidement mais je me suis retrouvée dimanche et lundi à faire du ménage, du rangement, du tri, tous ces trucs super sympathiques de printemps qu'on fait tous et toutes je pense plus ou moins tous les ans. Donc j'ai assez peu lu. Par contre, on a un petit peu avancé le projet secret numéro 2 avec Pénélope dimanche, mais pas hier. Et hier, de toute façon, j'étais pas trop en mood de lire le soir, j'étais un peu claquée. Donc j'ai quand même avancé ça, il faut que je le termine. Je vous en reparlerai quand ce sera fait parce que je vais essayer de grouper, hein, ça sera plus simple. En revanche, comme je vous l'avais dit dans le petit ridaton du week-end dernier, j'ai terminé le Terry Pratchett, donc le 8e sortilège qui est le 2e volume publié aux éditions La Talente que je trouve très beau, j'aime beaucoup le format et comme toujours la mise en page qui est incroyable à mon sens, pour la lecture en tout cas. Donc j'ai terminé ça et c'était très chouette, c'était très drôle. C'est la suite directe du premier, le 1 et le 2 se suivent et même si apparemment on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres, je pense qu'il faut faire attention parce que par exemple lire le 2 avant le 1, ça aurait pas trop de sens en l'occurrence parce que ça se suit directement. C'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé, comme le tome précédent. C'est un peu différent au niveau du déroulé parce que là, c'est plus soutenu, je trouve, en termes d'aventure. C'est moins des petits épisodes séparés les uns des autres. Il y a plus une espèce de grosse aventure qui se suit. On découvre un nouveau personnage qui s'appelle Cohen. Cohen le barbare, qui est très drôle, qui est un espèce de vieux héros qui a presque 80, non, qui a 80 ou 87 ans, et qui est très drôle, que j'ai beaucoup apprécié. Je sais que c'est très particulier, les Annales du Disque Monde, parce que c'est de l'humour vraiment extrêmement absurde. Ça n'est pas du tout sérieux, ça dénonce beaucoup de choses de la société, ça critique, ça se moque de la fantaisie, et du coup c'est vrai que si déjà d'une on n'est pas prévenu de ça, ça peut être déstabilisant. Je pense que si on n'a pas une grosse culture fantasy, ça peut être aussi déstabilisant parce qu'on n'a pas forcément les références, les tropes, etc. qui sont détournées, et aussi ça donne une espèce ça peut donner en tout cas je pense une impression d'écriture très lourde et un peu pataude si on n'est pas dans cette optique en fait de lecture et si on prend ça comme de la fantaisie classique. Mais moi, je trouve ça très drôle, ça me fait rigoler, vraiment. J'adore les détournements de tropes, j'adore le personnage de Rincevent qui représente ce héros un petit peu élu, si vous voulez, qui, quoi qu'il arrive, survit à tout. Et même lui, à un moment, le dit que s'il sautait d'une falaise avec sa chance, il y aurait un nuage qui viendrait adoucir sa chute et le poser délicatement au sol. C'est très drôle. Ça fait aussi des critiques sociales hein, sur le tourisme, sur aussi, à un moment, on a une espèce de secte d'adorateurs qui veut cramer tout le monde et qui sont un petit peu extrémistes dans leurs croyances. Ça, voilà, ça dénonce plein de choses, ça parle de plein de sujets et c'est hyper intéressant. Je trouve que ça se lit assez bien. Ceci étant dit, il faut réussir à rentrer dedans. Une fois qu'on est dedans, ça va, ça passe, mais il faut se mettre dedans parce que c'est vrai que c'est quand même un univers qui est hyper riche malgré tout, hyper construit et il faut réussir à se glisser dans cette trame. Après, moi j'ai entendu dire apparemment que les 2-3 premiers n'étaient pas les meilleurs, mais moi j'aime beaucoup donc j'ai hâte de voir la suite si les autres sont encore meilleurs. Donc voilà, je vais peut-être pas, je ne sais pas, me prendre
Le troisième tome qui s'appelle Les Sorcières, il me semble, qui change d'arc narratif pour le coup. Mais je sais pas si je le lirai du coup ce mois-ci ou le mois prochain parce que là j'ai plein de trucs à lire. On va voir comment avancent mes lectures en mai. Là, mon objectif très concrètement, c'est de dégommer ma palle de médiathèque, c'est de dégommer tous mes petits livres et donc ma palle du mois de la fantaisie, tant qu'à faire, en profiter puisque j'en ai mis quelques-uns. Et puis voilà, déjà ça sera pas mal en sachant que j'ai aussi des lectures communes prévues. Donc voilà, on va rester sur ça et au pire, je lirai le troisième tome en juin. C'est pas très pressé, hein, franchement. J'aurais aimé lire un par mois, mais bon, après, voilà, ça fait pas partie forcément des lectures prioritaires absolument. Donc si c'est un peu décalé, c'est pas grave. Bref, très chouette lecture du coup, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous recommander si vous avez quand même l'habitude un petit peu de l'épique, héroïque, fantasy, si c'est des choses que vous avez beaucoup lues, si vous avez lu des gros classiques à la Tolkien, etc. Parce que ça reprend tout ça et ça le parodie. Donc voilà, sans avoir les références, je pense qu'effectivement ça peut être un peu lourd et pas compréhensible. Donc on est sur terminé de Cap et de mots de Flore Vesco aujourd'hui. Avancé, je pense, le Brandon Sanderson avec Pénélope ce soir. Et je vais enchaîner, je sais même plus ce que j'avais dit, sur quoi je voulais enchaîner. J'hésite, parce que j'ai la miséricorde de l'ancillaire qui m'appelle depuis des semaines maintenant, parce que j'ai aussi envie de lire le Frank Bouis. Donc je ne sais pas lequel va passer en premier. Je pense quand même que je vais lire le Frank Bouis et après j'enchaînerai sur la miséricorde de l'ancillaire. Comme ça, j'intercale une lecture dont je ne sais rien, je ne sais pas si je vais aimer. Et j'enchaînerai avec une lecture que je suis sûre d'apprécier. Ça me semble un bon deal plutôt que l'inverse, parce que si j'enchaîne sur une lecture que j'aime pas trop après avoir lu un truc génial, ça peut être compliqué. Je vais pas trop plus vous garder pour aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai fait juste un petit peu de tri dans ma bibliothèque et j'ai viré une dizaine de livres. Peut-être que je ferai une vidéo, un haul, je ne sais pas. Et puis je vais faire du tri dans ma palle, mais je ferai ça demain et je pense que je vous filmerai ça parce que c'est un gros bazar que j'aimerais tout réorganiser pour retrouver. Parce que là, à l'heure actuelle, quand je cherche un livre, je galère, hein, tout est mélangé, tout est empilé n'importe comment. Donc j'aimerais me trouver une petite organisation un peu plus claire, notamment avec la bibliothèque que vous ne voyez pas, qui est à ma gauche, qui, bon alors j'ai mes emprunts médiathèque, donc ça restera là, mais j'ai aussi une pile à lire à cet endroit-là, qui n'a pas de raison d'être particulièrement là plutôt qu'ailleurs. Donc faut que voilà, je vais me creuser la tête et je vais probablement filmer tout ça parce que je pense que ça peut être sympa et c'est l'occasion de faire un espèce de bookshelf tour, en tout cas a priori, plutôt de mes livres à lire. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis, je pense, à demain pour un point lecture. Et coucou, on se retrouve, on est mercredi et ce matin je suis allée en librairie et j'ai pris ce livre-là que vous voyez derrière. C'est donc La fille de la déesse de la lune de Sulitan, publié chez Stardust. Je sais plus qui c'est Stardust, je sais plus quelle maison d'édition. Hugo. D'accord. Je ne savais pas, c'est Hugo. Bref, donc voilà, il est très joli. C'est de la mythologie, c'est de la réécriture de mythologie, je crois, chinoise, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça avait l'air très chouette. On va voir. Hein. Concrètement, je pense que ça va se lire très vite. C'était vraiment par pur... je sais pas, j'ai lu le résumé en librairie et ça m'a inspiré, donc voilà. Donc j'ai ça à lire. J'en ai pris deux autres, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais de toute façon, je ferai un book haul, donc peu importe. Sinon, j'ai terminé de Cap et de mots comme je vous l'avais dit, je ne sais plus. Je vous avais dit que je finirais hier et je l'ai fini hier puisqu'il me restait, je crois, 70 pages
que c'est du jeunesse et que ça s'est lu très très bien, donc je vais vous en reparler un petit peu. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que la BD qui a été faite après le roman est très fidèle au roman. Donc ça c'est très chouette parce que du coup j'avais un peu des visuels qui venaient dans mon esprit pendant la lecture du roman. Alors c'était très chouette, ça dépend si vous n'aimez pas avoir des visuels imposés, c'est sûr c'est embêtant, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool et donc ça a nourri un petit peu ma lecture du roman qui était une très bonne lecture, qui est je pense un des premiers romans de l'autrice. Donc on sent que c'est moins, comment on peut dire, l'écriture est moins, j'allais dire travaillée, mais c'est pas travailler le mot, peut-être moins aboutie que ce qu'elle a pu faire plus récemment. Ceci étant dit, si tous les auteurs-autrices faisaient des romans aussi excellents dès le premier ou le deuxième, ou voilà, la vie serait incroyable parce que c'était vraiment excellent. Je vous recommande, si vous n'avez jamais lu Flor Vesco, d'y aller par un peu ordre chronologique parce que comme ça vous verrez l'évolution de sa plume et je pense que c'est plutôt chouette. Donc comme je vous l'ai dit, ça a une tonalité très humoristique, ça a une tonalité très absurde, parodique. Et j'ai trouvé plein de trucs hyper intéressants, plein de thématiques abordées très intéressantes, notamment tout ce qui a rapport à la cour, au faux semblant de la cour, tout ce qui va avoir rapport à la cruauté des plus riches envers les plus pauvres, et aussi un peu une mise en avant de la capacité des personnes du commun qui travaillent énormément à finalement être bien plus doués que ceux qui ne font pas grand chose ou qui font semblant de faire quelque chose dans beaucoup de domaines. Donc à un moment on a une espèce de combat entre les gardes et les cuisiniers, et c'est très drôle parce que ce passage, l'autrice décrit dans ce passage que en fait les cuisiniers sont tellement habitués à ne faire que ça, couper des trucs et découper et tout ce que vous voulez toute la journée, et ils se sont tellement coupés les doigts qu'ils sont devenus hyper habiles en maniement de couteaux, alors que les gardes qui ne font rien de leur journée à part attendre, sont complètement déstabilisés. C'est très drôle, c'est tourné d'une façon sous un ton humoristique et intelligent surtout. Le personnage de Serine est hyper impertinente et c'est génial. Je sais même pas si je vous ai fait le résumé d'ailleurs. Oui, je crois, mais je suis sûre. Mais bref, en gros, Serine va à la cour de la reine et du roi pour devenir suivante de la reine parce qu'elle ne veut pas se marier, donc elle s'enfuit, elle y va habillée un petit peu comme une pauvre parce que c'est une noble mais elle est pauvre, et puis très vite en arrivant on va la prendre du coup pour une pauvre et elle va se retrouver avec les lavandières à faire la lessive, et puis une chose en amenant une autre, elle va se retrouver devant la reine qui va en faire une de ses suivantes parce qu'elle a beaucoup d'esprit, qu'elle est très drôle et distrayante, et à un moment donné il y a un passage de bascule dans l'histoire et je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse, mais c'était vraiment très très chouette et j'ai beaucoup aimé ce moment où il y a une espèce de, comment on peut dire, une métamorphose du personnage qui est vraiment excellent. J'ai trouvé que de cap et de mots c'était déjà un peu les prémices de ce que fait Flor Vesco maintenant, c'est-à-dire avec un côté très réécriture de contes anciens, sauf que là on n'est pas dans une réécriture précise d'un conte, mais plutôt dans les tropes des contes qu'on va reprendre et détourner. Typiquement, le personnage qui s'en sort de manière toujours abracadabrantesque, où la situation est impossible, il n'y a aucune possibilité logique et cohérente pour qu'elle s'en sorte, mais elle y arrive. On a aussi les personnages un peu magiques, qui font des trucs un peu magiques, qui ici ne sont pas des fées ou ce genre de choses, qui sont d'autres groupes de personnages, mais ça revient sensiblement à la même chose, sauf qu'au lieu de prendre des personnages exceptionnels et incroyables, Flor Vesco choisit de prendre un certain type de personnage, et c'était vraiment très chouette, très intéressant, et ça mettait aussi en avant des personnages qu'on oublie beaucoup dans les contes et dans les réécritures de contes de manière générale. On a le trope du prince qui apparaît comme ça et qui est reconnu alors qu'il sort de nulle part entre guillemets, et qui est reconnu instinctivement parce que c'est le prince, et que voilà, c'est un trope typique de conte. On a aussi le grimage qui rend méconnaissable un petit peu, vous savez, la Superman qui porte un tout petit masque et puis personne ne voit Clark Kent. On a un peu ce côté-là aussi qui est très drôle. On a l'aspect un peu miracle, va un peu dans la même idée de l'aspect où on s'en sort toujours très très bien malgré tout, avec un personnage à un moment qui devrait mourir et qui ne meurt pas, mais il n'y a pas d'explication. C'est un sauvetage miraculeux, un espèce de Deus ex machina qui fait typiquement partie de l'univers des contes. Et évidemment, on a tout ce qu'on retrouve dans le conte avec tous les personnages typiques, c'est-à-dire la jeune fille a priori qui va se retrouver un petit peu seule contre tous. On a la reine pas très sympa, on a le personnage du roi,
On a le personnage, l'antagoniste qui veut prendre la place du roi. On a tout ce panel de personnages typiques du conte, mais qui sont réécrits. C'est-à-dire que l'intelligence de Flor Vesco dans tout ça, c'est de reprendre ses tropes, de reprendre ses personnages, de reprendre certains schémas et d'en faire autre chose, de le détourner légèrement pour en faire quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus réfléchi. Par exemple, on a le personnage de Serine, qui est analphabète, qui n'a jamais appris à lire parce que sa mère considérait qu'il était plus important qu'elle apprenne à danser, à bien se tenir et à avoir des jolies robes pour pouvoir la marier et que la lecture et l'écriture ne servaient à rien. On a un autre personnage qui est quelqu'un du commun, qui lui par contre est hyper lettré. Donc voilà, on a tout ce détournement un petit peu. On a une évidemment grande mise en avant des mots, des jeux d'esprit, de la littérature, tout ce qui a rapport avec l'écriture et la littérature de manière générale, qui est un thème qu'on sent bien très cher à Flor Vesco parce qu'on le retrouve toujours un peu dans tous ses ouvrages. On retrouve aussi certaines références pour moi littéraires typiques, c'est-à-dire par exemple j'ai trouvé j'ai reconnu en fait typiquement les médecins de Cap et de Meaux qui m'ont fait fort penser aux médecins qu'on retrouve chez Molière, donc ces médecins qui voilà, vous donnent de l'eau et vous font des saignées pour vous guérir, qui ne savent rien mais qui font les grands savants et qui n'aident pas du tout le malade. Et on a vraiment ce trope typique de théâtre même classique, d'humour à la Molière, qui est un peu réutilisé. Et enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça très fort, donc je pense que c'est une volonté de la part de l'autrice. Et surtout, on a beaucoup de réflexion et de critique sociale. C'est quelque chose que je pense qui, encore une fois, est cher à l'autrice et que j'ai trouvé excellent. Typiquement, on a les gardes qui sont un peu des brutes, qui n'hésitent pas à taper sur les petites gens, mais qui s'écrasent un peu devant les personnages plus nobles. On a tout ce qui va être cruauté de la noblesse, cruauté de la cour, qui est mise en balance avec ce que peut faire le bourreau, parce qu'il y a on suit un personnage de bourreau qui torture les gens et où on met en balance le fait que en fait, la noblesse est peut-être beaucoup plus cruelle que ce bourreau qui lui fait entre guillemets son travail et qui n'apprécie pas faire souffrir les gens, contrairement à la cour qui s'en nourrit. On a aussi toute la réflexion autour de tous les petits gens qui sont dans le château, qui travaillent dans le château, qui sont ignorés, qui sont exploités et qui ont beaucoup plus de force que tous les nobles parce qu'ils forment tous des corps, tous à la fois par corps de métier et aussi tous ensemble. Voilà, ils forment une espèce de grande masse puissante où on a de l'entraide, on a du soutien. Contrairement aux nobles qui passent leur temps à se tirer dans les pattes les uns des autres, qui ne sont que des individus qui cherchent juste à obtenir une place un peu plus élevée. Et évidemment, ça va aussi, enfin je vous dis évidemment parce que j'ai lu les autres Flor Vesco, donc ça me paraît évident, mais on va aussi parler de sexisme à travers le personnage de Serine qui qui est une jeune fille, une jeune femme, et qui va se retrouver dans des situations où c'est une fille quoi. Bref, je vous laisserai découvrir, mais toujours est-il que comme toujours, c'était hyper bien construit, c'est très drôle. Je pense qu'il ne faut pas du tout attendre de ce livre une grosse cohérence, quelque chose de sérieux en fait. C'est pas sérieux. Enfin, il y a des sujets sérieux en sous-texte, mais l'histoire en elle-même n'est pas sérieuse. Elle a vocation à être drôle, à être cocasse, à être impertinente, à peut-être donner quelques armes au jeune public qui lirait ce genre de livre pour ne pas se laisser écraser par la masse, pour se défendre, prendre goût à la littérature, prendre goût aux jolis mots, mais ça n'a pas vocation à être sérieux. Et les situations sont toutes plus farfelues les unes que les autres, et c'est volontaire. Et donc si vous le lisez, ne vous attendez pas à quelque chose qui se veut sérieux, parce que c'est pas du tout ça, et vous seriez déçus. Comme je vous dis, il y a plein de situations où les personnages s'en sortent de manière absolument improbable, parfois c'est même pas expliqué comment, et c'est l'aspect conte de fées qui veut ça, je pense, et le fait de pousser l'absurdité de la chose à son paroxysme. Bref, c'était une très chouette lecture, je ne peux que vous la recommander, ça se lit tout seul, ça se lit très bien. Flor Vesco a un talent d'écrivaine, d'autrice incroyable. Comme toujours, à chaque fois que je lis un Flor Vesco, je vois tout l'intérêt intellectuel à la chose, toute la beauté de la langue et aussi tout l'intérêt pédagogique, parce que c'est encore un livre qu'on pourrait travailler en classe, où on pourrait extraire certaines scènes, certains personnages stéréotypés, certains topos, voilà, pour faire quelque chose avec et mettre en parallèle d'autres lectures peut-être plus sérieuses, plus anciennes, plus récentes, enfin bref. Il y a des choses incroyables à faire avec ces livres, si jamais vous êtes
prof de français au collège, lisez De Cap et de mots et voyez ce que vous pouvez en faire parce qu'à mon avis, il y a de quoi faire des choses très très sympas et qui plairaient bien, je pense, au public collégien. Bref, voilà, donc ça c'était pour De Cap et de mots. Je pense que vous n'êtes pas surpris que j'ai apprécié. Voilà, je vous ai déjà dit que j'adorais Flor Vesco. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi bon, toujours aussi agréable, toujours aussi impertinent, pétillant, drôle, tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai avancé sur ma liseuse la lecture du tome 1 des récits du demi-loup, je ne sais même plus comment se nomme le tome 1, je crois que c'est Véridienne le tome 1, donc de Chloé Chevalier qui est de la fantaisie petit peu plus sérieuse quand même, où je vous fais le résumé vite fait, même si je le finirai pas cette semaine et que j'en reparlerai je pense pas cette semaine. Mais en gros, on suit un royaume qui s'appelle le royaume du demi-loup. Il y a un roi dans ce royaume et il y a une espèce de bout de territoire qui est un peu éloigné. Et l'ancien roi a décidé de diviser le royaume en deux et de donner un bout à chacun de ses fils. Et donc il y a une grande coutume dans ce royaume, c'est que quand on est un prince ou une princesse, il faut que le roi, enfin oui le roi du coup, il faut que le roi parte dans son royaume chercher un enfant qui est né le lendemain et qui sera enlevé à sa famille et qui deviendra le ou la suivante du prince ou de la princesse. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les royaumes, une fille naît, chaque roi a une fille, et donc voilà, les rois vont chercher les suivantes, et puis se met en place toute la construction de l'univers autour de ça, qui est vraiment l'aspect central, en tout cas à l'heure actuelle. C'est la relation entre la princesse et les suivantes, ou même les princesses entre elles, puisqu'elles vont se rejoindre à un moment donné, et les relations entre ces 5 jeunes femmes. Oui, elles sont 5, je vous laisserai découvrir pourquoi si ça vous intéresse. Et on développe en fait tout l'univers, part de ce noyau. D'ailleurs, je crois que c'est la première scène, c'est un des deux rois, je sais plus lequel, qui va chercher une suivante. Et tout part de ça et s'étend autour de ça. On les voit grandir, on les voit voilà, chacune mener un petit peu leur vie, à la fois ensemble, à la fois individuellement. Et c'est très chouette. Il y a des enjeux politiques à côté de ça qui sont hyper intéressants, mais qui commencent seulement un petit peu à se développer, on n'en sait pas trop. Il y a des enjeux, oui, politiques internes et politiques externes, puisqu'il y a la guerre. Et voilà, et j'ai lu, il y a 4 volumes, ce sont tous un peu des pavés, j'ai lu 40% du premier, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais je reviendrai vous dire ce que j'en ai pensé à la fin de la lecture de ce premier volume, voilà. Et donc, du coup, en lecture papier, j'ai attaqué Né d'aucune femme de Franck Bouis, j'ai lu 50 pages à l'heure actuelle, je viens juste de le commencer, hein. Donc je voulais juste vous en parler, vous faire un petit point maintenant, parce qu'après je sais pas si j'aurai le temps. Donc, en tout cas, de ce que j'en sais pour le moment, et de toute façon, j'ai pas tellement besoin d'en savoir plus pour vous faire un résumé, comme ça sera pas spoilant. On suit un prêtre qui prêche dans un village quelconque, et un jour, une femme vient le voir en confession en lui demandant d'aller à l'asile pour bénir le corps d'une femme décédée, et elle lui dit qu'elle a caché sous les jupes de cette femme les carnets que la femme décédée, qui s'appelle Rose, a écrit et qu'elle ne peut pas les sortir elle-même puisque quand on rentre enfin du moins quand on sort de l'asile, on est fouillé. Donc elle ne peut pas les ramener et elle dit au prêtre que lui pourra parce que personne ne fouillera un prêtre et qu'il est très important qu'il prenne ces carnets et qu'il les lise. Et donc à partir de peut-être je dirais la 30e page plus ou moins, on va en fait avoir la lecture directe de ce carnet. Donc au début on est sur une narration via ce prêtre et ensuite on a la lecture du carnet, donc une narration à la première personne avec Rose qui s'exprime et là où j'en suis, elle raconte son enfance, son adolescence plus ou moins. Je sais d'ores et déjà qu'on va pas être dans un récit très joyeux, très sympathique, puisqu'on part du postulat que cette femme qui est décédée ne mérite pas d'être enterrée dans le cimetière parce qu'elle a tué un enfant, elle a tué son enfant, elle a été enfermée à l'asile à cause de ça. On n'en sait pas plus. J'imagine sans peine qu'il y a beaucoup de nuances à la chose et en fait le prêtre qui est un petit peu outré de la manière dont est traitée cette femme, eh bien va dire qu'il y a un endroit spécial dans le cimetière pour les gens qui ont commis un crime et qu'elle a le droit d'être enterrée comme tout le monde quoi. Bref, voilà, ça c'est le résumé, vous voyez c'est ça dans le livre, ce que je viens de vous raconter, donc je ne vous ai pas spoilé grand chose et je ne sais pas si tout le reste du livre va parler de l'histoire de cette femme ou pas. J'imagine qu'on aura une conclusion avec le prêtre. Voilà, je vous en reparlerai. En tout cas, je pense qu'on va aborder des thématiques très très dures, puisque déjà là où j'en suis, la jeune Rose a 14 ans et elle a été vendue par son père, donc ça va être sympa.
Donc je vous en reparle très vite. J'ai trouvé l'introduction sur le prêtre assez pompeuse dans l'écriture, mais comme là maintenant on suit les écrits de Rose et que Rose est un petit peu une femme, voilà, une paysanne quoi, eh bien elle écrit de manière beaucoup plus légère, compréhensible, accessible, beaucoup moins pompeuse. Mais je pense que ça fait un petit peu partie du style de Franck Bouis, d'avoir cette écriture un peu, je sais pas comment dire, je sais pas si pompeuse c'est le mot, mais assez complexe, assez chargée en images, et voilà, qu'on aime ou pas, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que, bon, moi, je suis pour une belle écriture simple, mais soit. Donc je vous en reparle quand j'aurai avancé, je pense pas que ça va me faire très longtemps, puisque ça fait 330 pages et que ça se lit quand même de toute évidence assez bien, en tout cas d'une fois qu'on passe à l'écriture de Rose. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai emprunté des livres en médiathèque. On en reparlera. Je vais vous faire un book haul, je pense, même s'il sortira pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que je fasse les bilans des autres book hauls, mais soit. Et puis, du coup, voilà, je pense que je vous ai tout dit en cette journée. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se fait un point demain sur mes avancées de lecture. Je ne vous fais pas de point sur Brandon Sanderson pour le moment. Je pense que je vous ferai une lecture terminée très rapidement. Sachez juste que j'aime beaucoup, que c'est très drôle, que c'est vraiment très bien écrit comme toujours. Je trouve le personnage principal beaucoup moins attachant que l'était Tress, mais il compense cet aspect beaucoup moins, ce manque un peu d'affect entre le lecteur et le personnage, par un humour qui, moi, me fait beaucoup rire. Alors peut-être que j'ai l'humour d'un enfant de 12 ans, je ne sais pas, mais ça me fait vraiment beaucoup rigoler. Donc voilà, bref, on en reparlera quand je l'aurai terminé. Donc je vous dis à demain. Et re-coucou, on est sur un cadrage approximatif. Soit, je reviens, nous sommes mercredi soir. Pourquoi? Non pas parce que je voulais vous parler spécialement de livres, ça aurait pu attendre demain vu que je vous ai pris tout à l'heure, mais parce que j'ai reçu quelque chose, je vous montre. J'ai reçu ça. Donc, ceci est un colis de la part de Juliette de la chaîne Livres et Sortilèges, dont je vous parle assez régulièrement pour que vous la connaissiez. Et elle m'a envoyé un colis qui pèse 1,5 tonne. Donc il y a des choses, je sais ce que c'est, parce qu'on en avait parlé. Il y a un truc, je sais ce que c'est, parce que c'est un projet qu'on va se faire et que de toute façon je vais pas vous montrer. Mais il y a quelque chose que j'ai très très hâte de voir, parce que c'était un petit peu imprévu et que, bon bref, vous allez voir. Donc j'ai pré-ouvert le colis de manière à éviter les bruits de scotch intempestifs. Je suis désolée si mes yeux sont à moitié fermés, mais je suis éclatée. Je vous montre le contenu. Il y a des surprises. Alors, je vous montre ce qui est au-dessus. Ça, je sais ce que c'est parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Pénélope. C'est un petit carnet que les éditions Argile, si je dis pas de bêtises, offraient pour l'achat de 2 livres, je crois. Pardon, j'ai du mal. Sur le stand d'Argile de West-Hurlan, ils offraient un carnet. Et je l'ai vu sur la chaîne de Pénélope. Et il est très très beau et je suis trop contente. C'est trop mignon, merci. Il est très chouette, c'est un carnet blanc, mais franchement, il est trop cool. Il est trop beau. Ça me fera un petit carnet dédié vidéo, je pense, parce que j'en ai déjà utilisé 3 à l'heure actuelle. Ça va vite. Alors, j'ai... Oh, il est trop beau. Je suis trop contente. Donc en fait, à West-Hurlan, sur le stand d'Argile, il y avait en avant-première Imlis, j'ai du mal. Il y avait en avant-première Imils et Pénélope et Juliette l'ont pris. Et du coup, j'ai demandé à Pénélope si elle voulait bien me le prendre, me l'avancer et me l'envoyer pour qu'on se fasse une petite lecture commune avant sa sortie en juin. Et je suis trop contente. Et il y a un petit marque-page, il est trop beau. Trop, trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique. Trop bon. Trop beau. Vraiment magnifique. C'est écrit par Emmanuelle Chastelière. Et ça se passe du coup pendant Carthage. Et ça va parler de la reine de Carthage, je crois. Donc je suis très contente. Il est vraiment trop trop beau.
Et c'est un beau bébé, je pensais pas qu'il serait aussi conséquent quand même. Donc bref, je suis trop contente, je suis désolée, je suis complètement décalquée. On a fait le live, il s'est passé plein de trucs, j'ai l'impression que 10 jours s'est écoulé depuis que j'ai envie d'ouvrir ce colis. Voilà, donc ça c'est ce que j'attendais, enfin c'est pas, j'attendais pas que ça, mais j'attendais notamment ça, je savais que comme Juliette devait m'envoyer un colis, elles en profiteraient pour le glisser dedans, donc je suis trop contente, il est trop beau. Et après j'ai plein de petites surprises qui n'étaient pas prévues et je suis trop contente. Donc j'ai une carte ici que je vais lire. Trop jolie, avec un petit chat. C'est presque plume. Bon, il manque un peu de gris, mais... Ça, c'est pour le projet un peu secret qu'on a avec les filles, donc je le lirai après. Et en plus, c'est marqué sur la deuxième partie que je dois lire d'abord l'autre carte qui est ici, avant de continuer. Je suis trop excitée, trop d'émotions. Donc la deuxième carte, c'est celle-ci. Elle est trop jolie, trop de cartes. Ouh, il faut que je vous dise. Qui m'a écrit cette carte? C'est Flore Vesco. C'est un petit mot de Flore Vesco. Vous voyez ou pas, Flore Vesco, genre un peu mon idole dans la vie. Oh là là, je suis trop contente. C'est trop cool, c'est trop mignon. Oh, c'est trop gentil. J'espère trop la rencontrer. Oh là là, c'est trop cool. Je vais le glisser dans... Alors vous savez que je n'ai pas de livre de Flore Vesco. Je les ai tous empruntés. Je compte les acheter bien entendu pour mille et une raisons que vous pouvez imaginer. Mais je vais le glisser dans un des livres de Flore Vesco dès que j'en aurai un. Je pense que je vais m'acheter en premier D'or et d'oreiller qui est mon préféré. Je suis trop contente, c'est un petit mot de Flore Vesco. Alors du coup je lis la suite. Il y a Juliette qui me dit que Flore Vesco lui a demandé où j'habitais et qu'elle en avait aucune idée et que du coup comme elle avait paniqué, elle avait dit que j'habitais en Bretagne, d'où elle m'a écrit se croiser en Bretagne. Mais la Bretagne c'est très bien aussi, moi ça me va tout à fait. Ah, c'est trop chouette, je suis trop contente. C'est trop mignon, je l'imagine trop en train de paniquer. Trop chou, merci, c'est trop mignon comme attention, je suis trop contente. En plus la carte est trop belle. Ça représente tellement Flore Vesco ça. Bref. Alors, le livre que je ne vais pas vous montrer pour le projet secret dont je filmerai plus tard l'introduction. Ensuite, alors il y a un petit pochon, je vais regarder après. J'ai un petit pin, il est trop mignon. C'est trop mignon. Avec un petit hérisson. Ah, ça brille. C'est parce qu'il y a un petit pissenlit qui brille. C'est trop mignon. Du coup, l'autre truc dont on avait parlé, qui est... Alors, vous voyez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Je vais chercher le 1. Vous allez tout de suite comprendre. Ceci est la collection des sagas que Juliette avait acheté en VO, avec lesquelles elle n'avait pas accroché à cause du dessin et elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi en faire et que si je voulais, je pouvais les avoir. Et j'ai dit oui, et je suis trop contente. J'adore le format souple, c'est génial, c'est trop cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est trop bien. Merci Juliette. Merci, 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 merci. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement cool, je suis tellement contente. J'ai tellement envie de les lire tout de suite. Sauf que je suis tellement décalquée que lire déjà c'est compliqué, mais alors lire en anglais... Ah là là, j'ai trop envie de regarder. J'adore ce personnage. Bref, pardon, je vous oublie. Du coup, je pense que je vais essayer de me les trouver en anglais, les derniers. J'adore ce format souple. Je trouve ça génial. J'adore ça. Ils sont si beaux, mais si beaux, genre. C'est très paradoxal parce que je vous disais que j'étais pas fan des comics, mais je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai noué une espèce d'affect avec ces personnages et ces livres.
Et du coup, je les trouve magnifiques. Voilà, je les mets dans l'ordre. Hein. Oh là là, mais quelle beauté. Je suis trop contente. Merci Juliette, merci, 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 merci. Bon, vous savez ce que je ferai demain? Je vais lire en anglais. Ça, c'est pour rattraper parce que ce mois-ci, l'Explora-Livre, c'est à Marie, que j'ai déjà lu en VF, en traduction. Du coup, elle s'est dit, il faut quand même qu'elle lise en anglais parce que sinon, ça serait trop facile. Du coup, elle m'a envoyé tous les sagas en VO. Et j'ouvre la dernière petite pochette où il y a un petit marque-page de l'Ouest Hurlant qui est trop mignon. De toute façon, on n'a jamais assez de marque-pages. J'aime trop choisir les marque-pages. Autant avant, je me fichais des marque-pages, autant maintenant. Un deuxième. Oh, il est trop beau. Trop trop beau. YBY édition, qui doit pas du tout se dire comme ça, hein, je dois le dire à la française, ça doit se dire à l'anglaise à mon avis. Publie de la littérature queer qui représente la diversité sous toutes ses formes. Et bah, ça se découvre, hein. Il est trop beau. Ça me fait penser un peu au dessin de Witch, je sais pas pourquoi. Et on a une dernière petite carte. Ah, le pochon est trop beau aussi. Hein. J'ai été gâtée, donc je vous montre d'abord. C'est trop mignon. Les fraises de Plougastel. J'ai un oncle qui habite en Bretagne, du coup je connais un petit peu tout ce coin. Il habite d'ailleurs à côté de Rennes, là où c'est tenu Ouest Hurlant. Donc je lis ce qui est écrit. Oh, c'est trop mignon. Oh, je suis trop émue, c'est trop mignon. C'est un mot de Karine Renberg. Oui, parce que juste avant Ouest Hurlant, on a lu Meute avec Juliette en lecture commune. Et c'est un petit mot de Karine Renberg. Oh, c'est trop mignon. Ah, je suis trop émue, c'est trop mignon. Ah, c'est trop gentil, vous êtes trop mignonne. Ah. Alors, c'est trop mignon, c'est trop gentil d'avoir pensé à moi. Du coup, c'est trop mignon parce que voilà, Juliette, elle a pensé à moi. Elle m'a fait une trop belle carte. Flor Vesco et les sagas et tout ça. Et je sais que Pénélope aussi y a participé puisque c'est Pénélope qui me l'a pris et que je suis sûre qu'elles ont été deux concerts pour le petit mot de Karine Renberg et les petits goodies qu'elles ont dû glaner toutes les deux pour moi. C'est trop mignon, c'est tellement gentil. Ça me fait tellement chaud dans mon petit cœur. Je suis trop émue. C'est trop adorable d'avoir pensé à moi. Merci, 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 merci Juliette, merci Pénélope. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis trop... Voilà, j'ai plus les mots, je suis trop contente. C'est trop gentil, c'est trop touchant. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que je ne suis plus cohérente. La fatigue, l'excitation, ça fait 5-6 heures que j'ai envie d'ouvrir ce colis qui trône sur ma table et qui n'attend que moi. Bref, bon, je vous reparlerai de notre petit projet. Je vais pas le faire là parce que je suis éclatée, mais je vais filmer l'intro demain, je pense, et je filmerai, bref, les petits trucs et vous verrez ça d'ici 2 mois, je pense, le temps qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire puisqu'on fait quelque chose avec Juliette et Pénélope, toutes les trois. Donc voilà, on en reparlera dans 2-3 mois et puis vous verrez, je pense que ça va être très chouette. Donc voilà. Donc encore merci les filles pour toutes vos attentions. Merci Juliette d'avoir fait ce colis avec tes petites mains et de l'avoir porté alors qu'il pèse 3 kilos jusqu'au point relais. C'est trop gentil, c'est trop mignon d'avoir pensé à moi. Et voilà, bon, je vous laisse. Je crois qu'il faut que j'aille dormir, sinon je ne vais jamais me remettre de mes émotions. Voilà. Donc à
coup, on se retrouve, on est vendredi. J'allais dire, je n'ai pas filmé hier, mais théoriquement, le plan d'avant où j'ouvre le colis, c'était jeudi vers minuit et demi, 1h du mat. Donc c'est comme si j'avais filmé hier. Ça fonctionne. Soit, je reviens parce que j'ai terminé la lecture de Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson, qui est le projet secret numéro 2. Nous l'avons donc terminé avec Pénélope. Il est absolument magnifique. Je pense qu'il y a moins d'illustrations dans celui-ci que dans l'autre. Mais en bas de chaque... Enfin non, pas de chaque page, mais de beaucoup de pages, il y a des petites illustrations trop chouki. Ce que vous allez voir. Avec ce petit sorcier trop mignon qui se balade et qui fait plein de trucs. C'est trop mignon. Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vais vous en parler un petit peu. Résumé très rapide. On démarre l'aventure avec un personnage qui se réveille dans un champ, dans un espèce de cercle de flammes. Il ne se souvient de rien, il est totalement amnésique et il n'a avec lui que des papiers volants, à moitié cramés, à moitié dispersés, qui sont en fait des feuilles venant d'un manuel, donc le manuel de survie machin là. Et c'est tout. Il se réveille, il sait pas où il se rend compte qu'il est habillé à moitié en tenue d'époque, à moitié avec un jean, donc il se dit qu'il est peut-être cosplayer. Et en fait, c'est ça qui est assez excellent au début, c'est qu'il passe son temps à essayer d'analyser ce qu'il voit, donc comment il est habillé, ses pensées spontanées, sa manière de réagir spontanément aux choses, pour essayer de deviner qui il est. Et donc, au fur et à mesure du récit, comme je vous l'ai déjà dit, les souvenirs vont revenir, parfois des souvenirs importants mais très brefs, parfois des souvenirs totalement anecdotiques de sa vie et c'est très drôle. Et donc, assez rapidement, la quête de ce personnage, ça va être de savoir qui il est, où il est et pourquoi il est là. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Entre chaque, non pas entre chaque chapitre, mais assez régulièrement entre les chapitres, on a des extraits de ce manuel. Alors parfois des extraits sous format FAQ comme ça, parfois des extraits de livres ou d'interviews, je sais pas trop. Et en fait, c'est des extraits que soit lui a et qu'il lit, soit qu'il lui manque pour comprendre des choses sur là où il est. Et on se rend compte et on comprend assez rapidement qu'en fait, il est dans une espèce d'univers parfaitement parallèle au nôtre, ou du moins au sien, mais qui n'a pas eu la même évolution technologique, et donc ça ressemble à une espèce d'époque médiévale, sauf que c'est pas, il n'y a pas de voyage dans le temps en fait, c'est vraiment des voyages dans des univers parallèles, et qu'il y a une entreprise qui a privatisé ça, et qui vend ces voyages aux gens avec différents tarifs, différentes options, et c'est un peu l'aspect comique de la chose, parce qu'il y a tout un détail des options, des garanties, etc. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. C'est ça, je pense, les deux aspects importants à savoir. Je vais vous parler un petit peu des thématiques et de mon avis autour de cette lecture. Alors, avis global, très général, très large. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai accroché avec le personnage principal et certains personnages secondaires. Ceci étant dit, si on doit le mettre en parallèle du premier projet secret, donc Tress, il était un petit peu en dessous à mon sens, mais je pense que c'est surtout un avis qui est vraiment très 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 personnel, parce que c'est pas que c'est moins bien écrit, c'est juste que moi j'ai moins accroché, je me suis moins... je sais pas, je me suis moins attachée au personnage, j'avais moins d'affect qui était engagé, mais c'était quand même une très bonne lecture. C'est pas du tout les mêmes thématiques, et d'ailleurs dans la postface... l'auteur explique que c'est un petit peu un ovni même au sein des projets secrets parce que, dit-il, vous avez entre les mains une espèce d'intrus parmi le quatuor de projets secrets que j'ai écrit en 2020 et 2021. Il ne se situe pas dans le cosmère, il est écrit à la première personne et relève davantage de la science-fiction que de la fantasy. Voilà, donc pour toutes les personnes qui seraient inquiètes et qui auraient peur de ne pas lire les bouquins dans l'ordre à cause du cosmère, etc., celui-ci, vous pouvez y aller, il n'en fait pas partie, c'est réglé, c'est vraiment un truc à part. Soit, donc du coup, j'ai un petit peu moins accroché et j'ai trouvé que niveau rythme, c'était peut-être aussi un petit peu en dessous, à mon sens, de Tress, parce que on a une première moitié où vraiment on a une mise en place assez lente, on pose des enjeux, etc. Et j'ai eu un petit peu la sensation que sur la deuxième moitié, ça allait très très vite et que la fin était assez... Enfin, la fin était bonne, mais
aurait pu être plus développé et ça aurait été chouette parce que il y avait des choses sur lesquelles j'aurais aimé qu'on s'apesantisse un petit peu plus. Ceci étant dit, et comme me le disait très justement Pénélope, c'est peut-être aussi encore une fois dû à notre rythme de lecture, puisque la première moitié, on l'a lu de manière assez fragmentée, quelques chapitres par-ci par-là, et que sur la fin, on a fait une grosse accélération, puisqu'on a dû lire en l'espace de 24 heures, je pense, 200 pages ou 250 pages, quasiment la moitié, je pense, la deuxième moitié. Donc peut-être que c'est aussi lié à ça, mais je pense quand même qu'il y a un truc avec le rythme et avec la manière dont sont développées et exploitées certaines choses, puisque c'est ce que disait un peu Juliette dans sa vidéo où elle en parlait, et elle avait un peu le même avis, donc je pense pas que ça soit que lié à la manière dont on a lu. Après, ça reste encore une fois une très bonne lecture, c'était très chouette, c'était très drôle, j'ai adoré l'humour, c'est de l'humour très, comment on peut dire, c'est vraiment de l'humour facile entre guillemets, on n'est pas sur l'humour hyper intellectuel et tout, mais moi ça me fait très rire, ça fonctionne très bien, ça m'a beaucoup amusé. Il y a des répliques qui me sont restées en tête et que j'adore et que j'ai envie de ressortir à toutes les sauces, même si du coup je passerai pour une grosse beauf. Mais soit, j'ai beaucoup aimé le personnage principal et j'ai beaucoup aimé son développement. Je l'ai trouvé passionnant. En gros, on a ce personnage qui pendant un long moment ne se souvient de pas grand chose, fait des supputations sur qui il est, pourquoi, ce qu'il est, etc. Et à un moment, il a des souvenirs qui lui reviennent, qui en fait sont assez partiels et qui sont réels mais très partiels et qui ne donnent pas toutes les clés sur qui il est. Et jusqu'au moment où il va se souvenir et en fait on se rend compte que ce personnage comment on peut dire, est extrêmement influencé dans sa manière de se voir par la manière dont les autres le voyaient dans sa vie d'origine et l'image que les autres lui renvoyaient de lui-même. Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très important que ce genre de thématique soit traité parce que très souvent, on a une image de nous qui est en fait celle que nous renvoient les autres. Et si en face de nous, on n'a pas des personnes très sympas, des bonnes personnes positives avec l'envie d'être bon pour nous, eh ben on peut avoir une image faussée de nous. Et c'est par exemple typiquement ce qui se passe dans toutes les relations toxiques à petite ou grande échelle. Et c'est un petit peu, on est un petit peu dans ça ici. C'est-à-dire que ce personnage, alors attention, il n'est pas tout, il n'est pas parfait, tout ce qu'il a fait n'était pas bon, etc. Ça c'est une certitude. Mais à partir du moment où il va arriver dans ce monde et il va fréquenter des gens de ce monde qui n'ont pas d'a priori sur lui, eh bien il va avoir une nouvelle image de lui-même et il va mettre du temps à accepter et intégrer qu'on puisse le voir autrement et d'une meilleure façon. Et au début, il va vraiment croire que les gens se fourvoient sur lui parce que ce n'est pas ce qu'il est, en tout cas ce n'est pas ce qu'il pense être. Et en fait, il va y avoir toute une réflexion autour de ça, sur ce côté prophétie autoréalisatrice où à force de se dire qu'on est un gros nul, et ben on devient un gros nul, et à force de se dire qu'on est lâche, et ben on se comporte comme un lâche. Et tout cet aspect-là était passionnant, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était génial. On a aussi une mise en parallèle de ses nouvelles connaissances et de ses anciennes connaissances et la manière qu'il a d'exister dans ces deux cercles et l'image qu'on lui renvoie d'une part, mais aussi l'image que lui a des gens parce qu'il va présenter des personnages d'une certaine façon et qu'à un moment donné, quand on va creuser un peu et qu'il va se passer X et Y choses, on va se rendre compte à quel point sa vision est forcément biaisée par ses émotions, ses sentiments, son passé, ses souvenirs. Bref, c'est toute l'histoire de toutes les relations humaines. Mais c'est passionnant, c'est intéressant, c'est vraiment très bien fait, c'est très intelligemment fait. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je trouve qu'il a une réelle évolution, il y a une réelle réflexion. Et c'était très chouette. Autre aspect que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'était tout le côté capitalisme avec cette entreprise qui privatise des univers entiers, qui les vend à des gens qui arrivent un petit peu comme des super-héros, parce qu'en gros c'était comme ça qu'on vous vend le truc. C'est vous allez pouvoir arriver dans un univers médiéval et vous, avec même sans avoir de diplôme, de quoi que ce soit, juste avec vos connaissances basiques, d'écoliers basiques, vous êtes beaucoup plus évolué qu'eux, donc vous pourrez passer pour un génie et monnayer ça et les questions autour du colonialisme, autour de comment on se comporte quand on arrive quelque part où on semble être un être supérieur parce qu'on sait des choses qui nous semblent très basiques. Je sais pas moi, le système de roues par exemple, ou voilà, toutes ces choses un peu basiques qui pour nous sont évidentes et qu'on apprend depuis tout petit, mais qui il y a quelques siècles en arrière n'étaient pas du tout évidentes.
Et typiquement, pour exemple, notre personnage qui a fait un petit peu d'études d'art et qui dessine un petit peu, alors qui est pas du tout excellent, mais qui sait quand même un peu dessiner la perspective et tout, bah, ce qu'il fait quand il dessine, ça passe pour de la magie hyper puissante parce que il est à une époque où on n'avait pas encore découvert ce principe de perspective, par exemple. Donc, c'est vraiment très intéressant tout cet aspect entreprise, privatisation, monétisation d'univers entier en fait, et des gens qui y sont, et les options que vous pouvez choisir et prendre pour arriver tel un sauveur en pleine pandémie, et voilà, débarquer avec des vaccins pour sauver tout le monde, enfin voilà. Tout ça c'est hyper intéressant, ça pose plein de questions bien évidemment, et j'ai adoré cet aspect-là. Il y a aussi l'humour qui se mêle à tout ça, hein, donc c'est assez génial. On suit principalement deux grandes quêtes. Il y a une quête très personnelle du personnage et il y a une quête qui concerne principalement l'univers. Donc forcément le personnage y est mêlé puisqu'il est là. Mais on a deux grosses quêtes. Et c'était plutôt intéressant aussi parce que bah, c'était logique quelque part qu'il y ait deux problématiques et même une problématique un peu commune entre les deux puisqu'il y a quand même un choc des cultures. Mais c'est un peu dommage, et c'est ce que je vous disais au début, c'est que je trouve que la quête de l'univers est un petit peu vite résolue et on aurait pu s'appesantir dessus un peu plus à mon sens. Il y a un personnage que j'ai particulièrement adoré, que je vais vous présenter, qui est ici, que j'ai trouvé excellente, que j'ai trouvé drôle, que j'ai trouvé... Enfin, j'ai adoré ce personnage. Bref, c'était vraiment une très chouette lecture, c'était très sympa, c'était drôle, ça s'est lu tout seul. Autant j'ai trouvé par exemple que Tress était vraiment excellent, autant j'ai trouvé que ça se lisait mieux, ça se lisait tout seul. Il n'y avait pas de complexité, alors Brandon Sanderson de manière générale, il n'y a pas de complexité déjà de langage, mais il n'y avait pas de complexité, c'était vraiment, on suivait un personnage à un instant T de sa vie, alors avec ce que ça impliquait par rapport au passé, et potentiellement par rapport au futur, mais vous voyez, c'était vraiment assez fluide et ça s'est lu tout seul et c'était agréable, c'était chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que vous recommander. Si jamais vous n'avez pas envie de vous lancer dans le Cosmer et que Brandon Sanderson vous fait un peu peur, là on est dans un bon compromis SF fantasy parce qu'il y a quand même un peu de magie. Voilà, c'était très chouette. Je ne peux que vous encourager à découvrir cet ouvrage et tous les autres de manière générale, mais celui-ci en particulier si vraiment vous voulez quelque chose qui soit à part et qui ne vous engage pas dans une saga infinie. Bref, sinon du coup j'ai encore un petit peu avancé mais pas énormément, Né d'aucune femme de Franck Bouis, puisque j'ai lu ça, j'ai mis des post-it de couleurs selon les personnages, bref. J'ai lu un peu plus d'une centaine de pages et pour le moment je trouve ça toujours aussi intéressant, bien que rien ne soit franchement lancé. On est à 100 pages sur 330, donc on a encore un peu le temps. J'ai lu à peu près un tiers puisque j'en suis à 110 pages. Voilà, j'en suis à peu près à un tiers. J'attends de voir où ça va, je peux pas vous dire pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer cette lecture là cet après-midi. Je vais ensuite aller en librairie puisque j'ai deux trucs que j'avais commandés qui sont arrivés. J'ai commandé bien évidemment le dernier niveau qui est donc quand la tigresse descendit de la montagne ou je ne sais plus. Et j'ai commandé le deuxième tome de La dernière geste de Morgan of Glencoe, dont je vous ai parlé récemment, qui est donc L'héritage du rail. J'avais adoré le premier tome. Je n'ai pas résisté, alors que je sais que je peux pas le lire là tout de suite parce que j'ai plein d'autres trucs à lire, mais j'ai pas pu m'empêcher de le commander, de savoir qu'il était chez moi, que si à un moment donné, voilà, j'avais envie de tout plaquer pour le lire, je pouvais le lire. Ça me prend parfois. Autant souvent j'arrive à me raisonner en me disant de toute façon j'ai pas le temps de le lire et je repousse l'achat, autant il y a certains trucs comme ça. Le fait de savoir qu'ils sont chez moi, psychologiquement, ça me fait du bien parce que je sais que si vraiment l'envie est trop forte, je peux le lire tout de suite. Voilà, je peux tout lâcher et m'y mettre. Bref, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que c'est d'ailleurs le principe de fonctionnement d'une palle. Quand on a autant de livres, et quand je dis autant, c'est 20, 30, 60, 150 livres dans sa palle, c'est parce qu'on a ce besoin de se dire ça, je pense, hein, concrètement, de se dire si je veux, je l'ai tout de suite. Je pense que c'est ça. Enfin, dites-moi pour vous si c'est comme ça que fonctionne le principe d'avoir les livres chez vous, alors qu'a priori vous pourriez les laisser dans la librairie et les acheter à un autre instant plutôt que les laisser chez vous. Bref, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour aujourd'hui puisque j'ai plein de trucs à lire. Je pense qu'avec, c'est sûr d'ailleurs, demain avec Pénélope, on va se faire un live lecture donc du niveau qui vient de sortir chez La Talente. Ça va être très chouette. La dernière fois, on l'avait lu en 2 heures ou quelque chose comme ça.
Donc ça va être très chouette, j'ai très hâte, ça va être notre premier live lecture à toutes les deux. Donc voilà, et puis sinon ce week-end, normalement, j'attaque avec Juliette, le chien du forgeron de Camille le boulanger, dont je vous ai parlé en février, puisque je l'ai depuis février. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour ce week-end. Peut-être si j'ai le temps, je m'intercalerai Éclat dormant qui est ici ou je ne sais pas quoi d'autre, mais en tout cas une toute petite lecture, puisqu'à partir de lundi, nous attaquons en lecture commune avec le Galactic Book Club. Du coup, c'est dans les profondeurs du temps d'Adrian Tchaïkovski qu'avec Pénélope, on va attaquer Morgane Pendragon et qu'il y a un moment, je ne peux pas non plus être sur 45 livres. Donc si j'arrive à finir Le Chien du Forgeron ce week-end, lundi, j'essaierai d'avoir une autre lecture à côté, mais voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Sur ce, je vais maintenant vous laisser, puisque j'ai cette vidéo à monter et que je pense que j'ai fait beaucoup de plans, donc ça va être long. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos avis sur les livres que vous avez lus, ou s'ils vous font envie, ou si vous avez d'autres recommandations éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!